Yo, c'est Noémie et bienvenue dans un nouveau vlog. On va se concentrer aujourd'hui sur une thématique un petit peu différente. On est le 18 janvier, donc vous verrez cette vidéo en un seul morceau. Mais pour moi, ça va s'étaler sur plusieurs jours parce que je vais lire deux titres dans cette vidéo. Deux titres qui vont compter pour le Buzzwordathon de Kayla, de la chaîne Books & Lala. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les informations relatives à ce Readathon Challenge. Globalement, pour chaque mois de l'année, Kayla propose une thématique ou un mot particulier qu'on doit retrouver dans les livres, dans le titre des livres. Et on va découvrir ensemble, enfin je vais découvrir et je vous en parlerai, les deux titres que j'ai choisis pour la thématique du mois de janvier et la thématique du mois de février. On est le 18 janvier, comme je l'ai dit, il me semble. Donc j'ai commencé tout à l'heure mon roman pour le mois de janvier. La thématique c'était There, There, There. Donc, ils sont ici et il y a, en gros, en anglais. J'ai énormément eu de mal. Alors, je suis désolée pour la circulation. J'ai rendez-vous chez le dentiste en fait dans 10 minutes. Donc, je me suis garée un petit peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache, non pas à l'arrache, mais je suis garée. Thématique un peu compliquée pour moi parce que pas un seul des livres de ma pile à lire physique ou numérique n'incluait ce critère dans son titre. Donc, ma dernière option, avant de choisir un truc complètement au pif, c'était d'aller regarder dans ma wishlist. Et j'ai trouvé dans ma wishlist un roman qui est paru, je crois, début 2023, et qui s'appelle They're Watching You, de Chelsea Ichazo, il me semble. Et donc, je l'ai commencé tout à l'heure. J'ai lu le premier chapitre, et je n'avais pas du tout relu le résumé, et je me souvenais plus du tout de quoi ça parlait. J'ai l'impression qu'on va être sur un roman Dark Academia, je suis pas sûre. Mais en tout cas, dans l'univers scolaire, ça se passe à l'université. Ou au lycée, peut-être. Peut-être lycée. Aux États-Unis. J'ai lu que le premier chapitre, hein, donc je suis encore light sur l'histoire. Et en gros, on a notre héroïne, sa colocataire, qui était également sa meilleure amie, est partie sans laisser de traces. Enfin, sans laisser de traces. Elle aurait laissé un mot. Disant que elle a trop de stress, trop de pression, elle en a marre du lycée et elle veut partir quelque temps. C'est pas la première fois qu'elle fugue. Du coup, ses parents sont un peu inquiets, mais pas plus que ça, et la police ne mène pas forcément de recherche. Mais notre héroïne est persuadée qu'il s'est passé quelque chose d'autre, parce que depuis quelque temps, sa meilleure amie donc avait intégré le club d'échecs du lycée. Je pense que ça doit être le lycée. Et apparemment, il y a des choses un peu louches qui se passent au niveau de ce club d'échecs. Société secrète, peut-être. Bizutage, pourquoi pas. Est-ce que sa meilleure amie est encore en vie? Je n'en sais rien pour l'instant. C'est ce qu'on va découvrir un petit peu dans cette histoire. Donc je vous ferai part un peu de mon avancée au fur et à mesure. Je crois qu'il fait dans les 350 pages, donc peut-être à peu près toutes les 100 pages. Et vers la fin, je vais essayer de ne pas vous spoiler parce que c'est un roman assez récent. Et puis, je ne vais pas non plus vous dévoiler tout de suite le titre que je vais lire pour le mois de février. Ça se trouve, vous l'avez vu dans la miniature. J'ai pas encore prévu cette miniature, donc si ça se trouve, vous l'avez déjà vu. Donc, je vous laisse pour l'instant. Et puis, je vous retrouverai un peu plus tard, du coup. Aujourd'hui, ou demain, ou dans 3 jours, je ne sais pas, mais tout de suite pour vous en dire un peu plus. On est... Quel jour? On est mercredi, on est le 24, je crois, quelque chose comme ça, janvier. J'ai pas encore lu aujourd'hui, mais hier soir, j'ai atteint à peu près le tiers. J'ai légèrement dépassé pour finir le chapitre, tout simplement. J'ai atteint le tiers de They're Watching You. Et... si c'était pas pour ce vlog, dans lequel je n'ai que 2 livres dont je vais vous parler, je pense que je l'aurais abandonné. Cependant, arrivé au tiers, les choses commencent enfin à bouger et à devenir intéressantes. Pour vous faire le pitch de manière un peu plus précise que ce dont je vous ai parlé la dernière fois que je vous ai vu, enfin que vous m'avez vu, bref. J'ai fait quelques recherches et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément un roman Dark Academia, ça se passe dans un lycée. Je ne me souviens toujours pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. J'aurais tendance à dire en Angleterre.
Je suis pas encore convaincue. Ah bah non, non, aux États-Unis. Puisque il parle de Hollywood à un moment donné. Enfin bref, ouais, donc ça doit se passer dans un lycée aux États-Unis. Bref, peu importe. Un lycée assez huppé, on va dire. Et notre personnage principal, oui, donc le fait que ce soit pas Dark Academia, donc ça se passe dans un lycée, mais il n'y a pas vraiment de lien avec le côté académique. Donc, enfin, si ce n'est que on a l'histoire d'une société secrète. Donc peut-être que c'est quand même légèrement Dark Academia, je sais pas trop. Enfin, j'arrive pas trop à le définir là. Pour l'instant, pour moi, c'est pas de la Dark Academia. Mais il est classé en horreur. Horreur, donc young adulte. Et ça y est, là, l'horreur commence à arriver. Donc, on a notre personnage principal qui, au début de l'histoire, jusqu'au jour où Maren l'a un petit peu confrontée en lui disant mais qu'est-ce qui se passe. Sa meilleure amie avait l'air effrayée et elle lui a dit retrouve-moi ce soir à tel endroit, je veux te montrer quelque chose. Et ensuite elle ne l'a plus jamais revu. Maren donc va faire quelques recherches, va découvrir dans le placard, c'est le tout début de l'histoire, hein, je vous spoil rien, ça se passe dans les 2 premiers chapitres. Hein. Ça fait partie d'ailleurs des choses qui m'ont énervé. Elle va trouver dans le placard de sa meilleure amie, qui s'appelle Polly, je crois, un carton d'invitation signé de The Game Master qui invite Polly à une réunion de la société secrète qui s'appelle, je sais plus comment. Est-ce qu'elle a un nom, cette société secrète? Je ne sais plus. Et en gros, Maren comprend donc plus ou moins que il y a une société secrète qui existe et elle essaye d'en savoir un peu plus. C'est une société secrète. Donc j'aurais bien aimé que ça lui prenne un peu plus de temps que le chapitre 2 pour découvrir à peu près ce qu'il en est. Et j'aurais aimé que ça lui prenne un peu plus longtemps que le chapitre 3 pour se faire intégrer à cette société secrète. Déjà. Ensuite, Maren, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant dans le résumé. Je vous rappelle que c'est un young adulte horreur, horrifique. Maren est insupportable. Elle a un comportement... c'est une conne. C'est une vraie connasse. Elle a une façon de parler aux gens et de se comporter avec eux, notamment avec des personnes qui ne lui ont jamais rien fait, ni en bien ni en mal. Elle a... Je dirais pas qu'elle a des préjugés, mais elle a des gens qu'elle les voit, c'est la première fois qu'elle les rencontre et tout de suite elle va décider qu'elle les aime pas et du coup elle va, sans vraiment leur faire la misère, mais pas être sympa avec eux. Et le soir de l'épreuve d'initiation, ils sont 4 à participer à cette épreuve et sur les 4, il y en a 3 qui vont intégrer la société secrète et le dernier sera éliminé et on va lui demander de partir et de ne jamais dévoiler ce qu'il aura appris dans la soirée sous peine de mort. Et ce dernier personnage-là, vu qu'il n'est pas important pour l'histoire, parce qu'on ne le reverra plus après normalement, hein, et ben l'autrice a décidé que Maren n'allait même pas connaître son prénom et du coup elle passe son temps à l'appeler Double Expresso, je crois, un truc comme ça. En rapport avec une fois, genre elle l'a croisé dans un café et elle ne sait pas comment il s'appelle, donc elle l'appelle Double Expresso. Donc hyper méprisant la façon dont elle considère les gens. Elle ne prend même pas la peine, je sais pas, elle pourrait dire le garçon ou le jeune homme ou... j'en sais rien, ou je sais pas, mais Double Expresso, enfin bref, ça m'énerve. Ça m'énerve, et elle est comme ça avec énormément de gens. L'autre chose qui m'énerve, c'est que je sens venir le triangle amoureux, et dans ce type d'histoire-là, vu que je suis déjà un peu agacée avec le personnage principal et la façon dont l'autrice écrit son histoire, je pense que ça va beaucoup me saouler, parce que vous savez que je déteste les triangles amoureux. Et puis tout est trop facile, c'est trop facile, c'est un roman d'horreur. Je vais vous spoiler juste l'épreuve d'initiation, et encore c'est même pas un spoil. Personne ne meurt. Alors que l'épreuve pourrait être mortelle. Alors au final, on ne saura jamais si elle avait le potentiel pour être mortelle, puisque aucun des 4 ne meurt. J'aurais bien aimé que dès l'épreuve d'initiation, il y en ait un qui meurt. Mais bon, ça paraît en même temps pas trop incohérent, parce que l'autrice laisse la possibilité à ses personnages d'intégrer la société secrète. Si tout de suite il y en avait un qui mourait pendant l'épreuve d'initiation, peut-être qu'il se serait rebellé, et enfin il serait parti quoi. Sauf qu'une fois qu'ils ont intégré la société secrète, leur première soirée en tant que membre de la société secrète,
Ça va se dérouler d'une certaine façon, ils vont avoir des épreuves à réaliser. Et je trouve que la facilité avec laquelle ils réalisent ces épreuves, c'est juste aberrant. Pour moi, tout est trop facile. Elle a trouvé la société secrète comme ça. Elle est tombée sur quelqu'un qui lui donne des infos sur la société secrète sans lui-même en faire partie. Enfin, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais, comme je vous l'ai dit juste avant, arrivé au tiers, ça y est, enfin, il vient de se passer un truc un peu intéressant. On commence à voir le côté horrifique, mais on n'est pas non plus dans l'horreur, genre cracra, dégueu, machin. On est plus en mode suspense et surtout, comment dire, on est coincé quoi. On est un peu coincé, enfin, le lecteur non, mais les personnages se retrouvent dans une situation particulièrement délicate et je suis curieuse de voir jusqu'où ça va aller. Le problème, c'est que ça me fait un peu trop penser à du bizutage et je déteste ce concept. Donc au niveau psychologique, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Et le fait qu'il n'y ait pas d'aspect fantastique, magique dans cette histoire et que ce soit vraiment du contemporain, à mon avis, ça va me déranger. Ça va me mettre très mal à l'aise. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire cette histoire. Sans parler du fait que le personnage principal m'insupporte, mais je suis pas sûre que ce soit le genre d'histoire que j'ai envie de lire. Je ne sais pas pourquoi il était dans ma wishlist. Du coup, je m'interroge vraiment sur la raison pour laquelle je l'ai mis dans ma wishlist. Je sais pas. Parce qu'en plus, j'en ai entendu parler nulle part. Donc, est-ce que je l'aurais confondu avec un autre? Ou alors, va y avoir un élément magique à un moment donné, mais ça m'étonnerait. Hein. Franchement, là, on est parti vraiment pour du contemporain, thriller, horreur. En plus, les personnages sont des lycéens, donc jeunes, trop jeunes. Enfin, genre, pile la mentalité que je supporte pas. Surtout en ce qui concerne les... Enfin, la mentalité, quand je dis la mentalité que je supporte pas, c'est à relativiser. Hein. C'est surtout le côté harcèlement et méchanceté vraiment gratuite de certains ados à cette époque. C'est pas valable pour tous les ados, on ne fait pas de généralité, bien entendu. Mais voilà, on sait qu'au lycée, ça peut aussi très mal se passer au collège, hein, mais au lycée particulièrement, je trouve que ça peut être très très dur. Donc, sans minimiser ce qui peut se passer au collège aussi. Bref, j'ai commencé à m'embrouiller moi-même. Donc, vous avez compris plus ou moins ce que je voulais dire et mon point de vue. Donc, je vais retourner à ma lecture. On va voir comment les choses évoluent. Est-ce que j'arrive à m'intéresser? Est-ce que l'autrice arrive à trouver un truc qui va faire que j'ai envie d'y retourner? Pour l'instant, c'est pas gagné. Parce qu'en plus de ça, un des deux Love Interest, c'était plutôt bien parti. Il avait l'air plutôt sympa. Et là, il vient d'avoir un move de connard. Donc, pareil, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Mais j'aimerais bien quand même le finir. Rien que pour le concept du vlog, en fait. On verra. Si j'arrive pas... Franchement, je vais pas me forcer non plus. Là, je suis à 33-35%, quelque chose comme ça. Donc, on verra. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint les 66% à peu près, donc les 2/3. Et puis, croisez les doigts pour moi, pour que ça se passe bien. Et pour que je n'ai pas besoin de vous reprendre plus tôt pour vous dire que je l'aurai abandonné. Well, vous vous souvenez dans le clip précédent quand je vous disais ça? Croisez les doigts pour moi, pour que ça se passe bien. Et pour que je n'ai pas besoin de vous reprendre plus tôt pour vous dire que je l'aurais abandonné. Ce clip-là, je l'ai tourné hier. Et juste après avoir terminé de filmer cette petite partie de vlog, j'ai recommencé à lire They're Watching You. Et j'ai lu un chapitre. Et j'ai décidé de l'abandonner. Je suis un clown.
Ce que je vous ai dit sur l'héroïne qui était absolument insupportable et qui se comporte de manière absolument désagréable et malpolie avec tout le monde, ça s'est confirmé et ça m'insupporte, ça m'énerve. Elle me rend tarée cette héroïne. C'est l'héroïne, on est censé avoir de la compassion pour elle, elle a perdu sa meilleure amie, on est censé espérer qu'elle réussisse à aller jusqu'au bout de cette aventure vivante, parce que vraisemblablement ça commence à... Enfin voilà, ça commençait à devenir un peu intéressant. Et alors je vais essayer de pas vous spoiler, mais globalement il s'est passé un truc assez grave, et l'héroïne est impliquée. Elle décide, elle est impliquée avec un garçon, un des deux love interest. Ils sont tous les deux impliqués dans le truc. Et ils se mettent d'accord pour se retrouver le lendemain matin, un dimanche, pour aller voir la proviseure du lycée, pour lui raconter la vérité, pour tout lui expliquer. Que en gros, ils se sont retrouvés dans cette histoire à cause de la société secrète, ils veulent montrer l'invitation qu'ils ont reçue, et ils ont d'autres éléments qui pourraient porter préjudice à la société, donc ils essayent de regrouper tout ça, et ils se retrouvent le lendemain matin pour aller chez la proviseure. Sauf que dans la nuit, quelqu'un s'est introduit dans leur chambre, à tous les deux, hein, et a subtilisé la fameuse invitation et les autres éléments qui auraient pu permettre de relier cette affaire à la société secrète. Du coup, ils sont un peu dans la mouise. Notre héroïne n'en démord pas, elle veut quand même dire la vérité. Par contre, le love interest, lui, se dégonfle. Et je crois que ça, je vous en ai parlé hier, parce que c'était dans le chapitre précédent. Donc le chapitre que j'ai lu hier, c'est notre héroïne qui décide de quand même aller toute seule voir la proviseure pour lui expliquer ce qui s'est déroulé. Elle arrive... je vous rappelle qu'on est dimanche, hein. C'est un campus super étendu. Imaginez Oxford, sauf que c'est pas une université, c'est pas une fac, c'est un lycée. Mais imaginez un peu Oxford ou Cambridge, enfin vraiment les campus très très étendus. Donc avec des dortoirs, ce genre de choses, et la proviseure qui a un bureau à l'année et qui a, je crois, 2 heures le dimanche matin où elle est présente si jamais il y a un souci ou quoi. Mais on est quand même dimanche, donc c'est assez rare en général que les élèves viennent la déranger le dimanche. Mais au cas où, elle est là. Et sa secrétaire aussi. Et donc, notre héroïne débarque dans le bureau, enfin, dans le bâtiment, et elle s'approche de la secrétaire. Et toute personne normalement constituée et un minimum éduquée et polie se serait approchée de la secrétaire en disant « Bonjour ». Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de parler à la proviseure? Je sais que la situation est grave, hein, on est d'accord. Hein. Mais là, elle n'est pas dans un rush particulier, genre elle n'a pas le feu au cul. Donc, un minimum. Et non, en fait, notre héroïne, elle avance, elle s'approche du bureau et elle attend. Et elle commence à... sur le bureau, dans l'espoir que la secrétaire lève les yeux. Et quand la secrétaire lève les yeux et voit qu'elle est là, parce qu'elle l'avait sûrement pas vu avant, hein, la secrétaire, elle a aussi autre chose à faire, donc voilà... et lui demande qu'est-ce que je peux faire pour vous. La principale, la proviseure est là, il faut que je lui parle, c'est urgent. Donc toujours pas de bonjour, toujours pas de s'il vous plaît, que dalle, aucune marque de politesse, aucun respect. Et ensuite, elle traite la secrétaire de judgy old woman, donc de vieille femme qui juge les gens en fait. Mais qui est-ce qui juge des deux là? Une vraie connasse. Je ne supporte pas cette héroïne. Je vous déconseille fortement de lire ce livre. C'est rare que je le fasse sur ma chaîne. C'est rare que je vous déconseille un roman. Celui-là, je vous le déconseille vraiment. Non. Non, en fait. Non. L'histoire aurait pu être intéressante si le personnage principal avait été plus... sans être forcément attachant, mais si on n'était parvenu... si j'étais parvenue plus facilement à m'identifier à elle. Là, non, je suis désolée, non. C'est ton héroïne. Que l'antagoniste soit malpoli comme ça et traite les gens comme de la vermine et soit hautaine avec tout le monde, c'est l'antagoniste. On s'attend à ce qu'elle soit comme ça. C'est un petit peu le cas d'ailleurs, là, Annabelle, là. Mais Maren, c'est l'héroïne. Elle a déjà tout le poids du monde sur les épaules entre le fait qu'elle soit dans un lycée hyper huppée et qu'elle risque à tout moment de perdre sa place parce qu'en fait ses parents n'ont pas les moyens de payer le lycée, tu vois, même moi je fais la distinction, enfin je me confonds, mais non, c'est bien le lycée.
Et donc ces parents-là, ils viennent d'apprendre que le prêt qui leur était alloué n'allait peut-être pas être renouvelé, donc elle est vraiment sur la sellette au niveau de sa place au lycée. En plus de ça, sa meilleure amie a disparu, donc elle est encore plus stressée, et elle vient d'intégrer une société secrète qui, contre toute attente, semble vraiment vouloir limite attenter à la vie des étudiants. Et quand je dis limite, je mets limite entre grosses guillemets, parce que sans vous dévoiler ce qui s'est réellement passé, quoique vu ce que je vous en dis, je pourrais clairement vous le dire, parce que je suis pas sûre que vous ayez envie de lire ce livre après mon avis. Et non. Enfin, on avait plein de raisons d'avoir envie de soutenir cette héroïne, limite de l'aider dans sa quête, et de détester les personnages secondaires, Annabelle, et même tous les autres membres de la... j'allais dire secte, j'ai tendance à vouloir dire secte, mais c'est presque ça, mais de la société secrète, en faveur de Maren. Mais non, 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 impossible. Impossible. Elle est imbuvable. Et je pèse mes mots. C'est une catastrophe, ce personnage principal. Et puis une vraie girouette, hein. Vraiment. Alors le mec qui lui donne le tuyau sur la société d'histoire, n'importe quoi. Sur la société secrète au départ, elle peut pas le blairer. On ne sait pas pourquoi. Il y a aucune raison qui fait qu'elle ne peut pas le blairer. Elle l'a juste dans le pif, c'est tout. Et puis finalement, peut-être qu'en fait, il est pas si pire. Nanana. Et alors par contre, l'autre avec lequel elle intègre la société secrète et sur lequel elle crush depuis le départ, il se dégonfle au moment d'aller dire la vérité à la proviseure parce qu'ils ont plus de preuves et parce que c'est prendre un sacré risque quand même de... Alors c'est sûr, il faut toujours dire la vérité, enfin voilà, on est d'accord, mais on peut sans... Comment sans... Sans valider, mais c'est pas le mot que je cherche. Sans excuser, c'est pas non plus le mot que je cherche. Son comportement, le fait qu'il se dégonfle, on peut essayer de comprendre qu'il y a peut-être des raisons particulières qui font que pour lui c'est une grosse prise de risque et il a peur en fait, tout simplement il a peur. Et il a raison d'avoir peur. Petit spoil du coup, ce qui s'est passé c'est que, sans rentrer dans les détails, il y a une étudiante au bal qui est empoisonnée. Et qui du coup est dans un état critique. Et nos deux personnages, là, l'héroïne et le love interest, sont directement responsables, mais à cause de la société d'histoire... Ah, la société d'histoire, purée, j'en veux. C'est le boulot, des formations professionnelles. La société secrète. C'est la société secrète qui leur a demandé de faire quelque chose, mais eux l'ont fait, mais ils pouvaient pas se douter à aucun moment que ça allait aller si loin. Et à cause de ce qu'ils ont fait, il y a une des lycéennes qui s'est retrouvée empoisonnée. Et donc à l'hôpital, et comme dit, dans un état critique. Vraiment très critique. Et bref, donc Maren veut absolument dire la vérité, et au départ ils sont d'accord, et finalement, comment il s'appelle? Remington, je crois. Le fait qu'ils aient plus de preuves pour incriminer la société secrète, c'est compliqué pour lui. Il se dit, attends, on n'a plus de preuves, on va aller les voir, et eux, tout ce qu'ils vont voir, c'est la caméra de surveillance sur laquelle on me voit en train de mettre le poison dans le punch, et toi en train de surveiller que personne ne me voit faire. On peut comprendre que, évidemment, il flippe, quoi. Bon, je vous ai spoilé toute l'intrigue, là. Enfin, en tout cas, tout le début du... Mais bon, je sais pas, j'étais au chapitre... J'étais qu'à un tiers, donc j'étais pas non plus hyper loin. Mais en gros, c'est le premier gros truc qui fait que c'est vraiment un thriller et un roman d'horreur. Ah oui, alors, d'ailleurs, j'ai regardé entre-temps. Je sais pas si je vous en ai reparlé hier. Hier, je vous disais qu'il était classé en horreur, et en fait, le terme horreur arrive assez tard dans les tags sur Goodreads. Il est plus classé en mystery et thriller. Et effectivement, on est sur un thriller, et le côté horrifique est assez léger pour l'instant. C'est horrifique dans le sens où, mon Dieu, c'est horrible ce qui leur arrive, la situation dans laquelle ils se retrouvent, mais c'est pas de l'horreur graphique pour le moment. Et je ne saurais pas si, à un moment donné dans cette histoire, ça arrivera, puisqu'il est absolument hors de question que je m'inflige cette lecture. Donc, je suis un peu triste parce qu'il n'y a que 2 romans dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais je pense que au niveau durée, ça devrait le faire quand même parce que j'ai tellement remonté contre ce bouquin que je vous en ai quand même parlé pendant un petit moment.
On est le 24 25. On est le 25 janvier. Et donc, They're Watching You de Chelsea Ichazo était, je l'ai lu pour ce vlog, dans le cadre du Buzzwordathon de Kayla, sur la chaîne Books & Lala. Mais ça, je vous ai tout raconté au début. Le prochain mot pour le buzzword, c'est le mot de février. Du coup, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite et je ne vais pas non plus vous dévoiler tout de suite ma prochaine lecture. Vous allez la voir dans 30 secondes dans le prochain clip. Mais pour moi, comme on n'est que le 25 janvier, il va falloir que j'attende le 1er février pour commencer ce livre. Et vu les lectures que j'ai prévues en février, je ne suis pas sûre que je vais le lire tout de suite, début février. Parce que j'ai très envie de commencer par Dents de soie de Maëlle Desarts. Et le premier lundi de février, on entame la lecture commune du tome 3 de Gods of Men avec Diane. Donc je le lirai après. Mais je le lirai. Et vous aurez mon avis dans ce vlog, donc c'est-à-dire pour vous dans quelques minutes, et pour moi dans peut-être d'ici 2 voire 3 semaines. Et on se retrouve pour la suite de ce vlog, enfin. On est le 12 février, et ça y est, je suis à la bourre dans mes lectures et dans mes vidéos, puisque j'avais réussi à en monter et même en programmer quelques-unes en avance, y compris, je crois, celle que vous verrez la semaine prochaine. Mais là, on est lundi et vous êtes censé voir cette vidéo jeudi, donc il faut vraiment que je m'active. Heureusement, je ne travaille pas le lundi, comme vous le savez, je travaille du mardi au samedi. Donc j'ai toute la journée pour lire le prochain livre de cette vidéo que vous avez vu forcément dans la barre d'infos. Sur la miniature. Quoique, je ne sais pas encore toujours comment je vais faire ma miniature, donc on verra. Le livre du mois la thématique du mois de février pour le challenge Buzzword de Kayla, c'était positive words, donc un mot positif, avec une connotation positive. Et j'ai cherché, et je cherche principalement pour essayer de compléter mes challenges dans les livres qui me permettront de compléter d'autres challenges. Donc le premier endroit où j'ai regardé, c'était dans mes 12 livres qui vont s'autodétruire d'ici la fin de l'année, parce que pour l'instant je suis contente, j'avance plutôt bien dans ce challenge. Et il y en avait un dans lequel il y a un mot positif, et alors c'est marrant parce que le reste du titre n'est pas positif du tout, mais celui-ci l'est. Du coup, pour un livre avec un mot positif dans le titre, j'ai sorti Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Douce, j'estime que c'est un mot positif. Voilà, c'est une sensation positive, la douceur. Voilà. La mort un peu moins, mais la douceur, c'est un mot positif pour moi. Donc, j'ai intégré celui-ci à ce vlog. Je l'ai commencé, je ne sais plus quand, le 6, je crois, donc il y a presque une semaine. Mais j'ai lu seulement le prologue. Donc je suis au chapitre 1. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui, je crois, va mourir. Non, pas du tout. Son père va mourir et elle a la capacité de voir les fantômes. Et on va lui faire une proposition. On va lui proposer de devenir une Santa Muerte. Donc avec un destin un peu particulier. Elle est née la même année que moi. C'est ce qui a été marqué dans le prologue. Elle est née en 1991. Mais ce livre est sorti en 2020. Donc dans l'histoire, elle devrait avoir 3 ans de moins que moi, donc 30 ans, à peu près. Si l'autrice situe son histoire en 2020. On verra. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire. Ce prologue ne me permet pas d'en savoir un peu plus que le synopsis me disait. Surtout que le synopsis est extrêmement court. Parce que ça, c'est un avis de chroniqueuse, donc, et la première partie, donc tout ça c'est un avis de chroniqueuse et ça c'est une citation, donc en fait le synopsis c'est juste ça, donc c'est un peu court, je ne peux pas en savoir beaucoup plus. Laetitia Danaé, j'ai lu Rosen d'elle, sa duologie de fantasy orientale que j'ai adoré, c'était vraiment fantastique, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et puis le folklore mexicain, c'est pas du tout un folklore que je connais. Visuellement, je le trouve vraiment très beau, mais je n'en connais pas plus que ça, donc j'ai hâte de le découvrir. Je vais essayer comme d'habitude de découper à peu près mon avis en 3 parties distinctes. Il fait 376 pages, donc j'essaierai de revenir vers vous à peu près à la page 120, quelque chose comme ça.
Et puis voilà, c'est parti, on va essayer de faire ça sur une journée pour que je puisse monter, uploader et uploader ce vlog et vous le programmer pour jeudi. Voilà, donc allons-y, let's go. C'est parti les amis. Alors, j'ai atteint le premier tiers, je suis à la page 125 sur 376 à peu près. On va donc faire la connaissance, j'en sais un peu plus maintenant, on va faire la connaissance de Catel, qui est une jeune fille de 18 ans dans l'histoire, elle a 18 ans. On la rencontre un tout petit peu plus jeune au tout début, elle est même très jeune, c'est une enfant. Et Catel, elle rencontre un petit garçon. Elle ramène ce petit garçon à la maison pour demander à ses parents si son nouveau meilleur ami peut manger avec eux. Et là, c'est la catastrophe. Ce petit garçon s'appelle Maël et on va très vite comprendre qu'en réalité, Maël, c'est le frère de Catel, frère qui est décédé il y a des années. Donc, on comprend que Catel voit les fantômes parce que Maël, c'est le premier qu'elle voit, mais ce ne sera pas le dernier. Elle va en voir tout au long de sa vie. Quand elle a 13 ans, son père va mourir dans un accident de voiture et du coup elle va se retrouver toute seule avec sa mère qui est complètement traumatisée par la perte de ce premier enfant et avec laquelle elle n'a plus aucun lien en fait. Il se passe plus du tout quoi que ce soit entre elles, elles ne discutent plus, sa maman l'ignore totalement et il se trouve que la sœur de sa mère, je pense que ça doit être la sœur de sa mère, va à son tour mourir d'un cancer, je crois. Et cette femme était mère célibataire. Donc Catel et sa maman vont recueillir la fille, sa fille qui s'appelle Aurora, qui est donc la cousine de Catel et la nièce de sa maman, évidemment. Et donc les deux jeunes filles ont le même âge, elles ont 13 ans toutes les deux. Donc au début, tout se déroule bien, enfin, dans les tout premiers temps. Catel est plutôt contente d'avoir une fille de son âge à la maison qui va être un peu comme sa sœur, sa confidente, sa meilleure amie. Sauf que Aurora est... Même si elle semble surmonter la mort de sa mère, elle est encore traumatisée. Normal, elle a 13 ans, sa mère vient de mourir, donc ça paraît évident. À n'importe quel âge, quand ta mère meurt, c'est traumatisant, mais à 13 ans, je pense que ça doit être encore pire. Et Catel va se confier à Aurora, puisque Aurora va la surprendre en train de parler à Maël. Maël dont elle a nié l'existence. Elle a fait comme s'il n'existait pas auprès de ses parents pendant tout le reste de sa vie, parce que sa mère, c'était vraiment interdit de prononcer ce nom, et elle a bien compris que c'était trop grave. Mais elle continue à le voir et elle continue à discuter avec lui. Et Aurora va la surprendre. Et Catel, lui faisant confiance, va lui avouer son secret. Et Aurora va lui demander de retrouver sa mère. Seulement, ça marche pas comme ça. Catel, vous pensez bien qu'elle a essayé de retrouver son père quand son père est décédé. Elle est retournée sur le lieu où il a eu son accident de voiture. Elle ne l'a jamais retrouvé. Et du coup, elle pense que, parce qu'elle n'a pas de mode d'emploi, elle ne sait pas comment fonctionne son don, elle pense qu'il y a une partie des morts qui restent sur Terre et une partie des morts qui s'en vont et qui n'ont plus rien à y faire. Et c'est tout. Et son père fait partie de cette catégorie-là. Tout comme vraisemblablement la mère d'Aurora. Donc elle essaye de lui expliquer que non, ça ne fonctionne pas comme ça, et ce n'est pas en allant au cimetière sur la tombe de sa mère qu'elles vont la voir, puisque comme dans la série À l'externe de Leigh Bardugo, les morts ne se rendent pas dans les cimetières. Ils savent qu'ils sont morts, ils ont besoin de vie, ils veulent s'accrocher à la vie, et donc ce n'est pas en errant près de leur propre sépulture qui vont assouvir ce besoin. Donc, Aurora traîne quand même Catel au cimetière sur la tombe de sa mère parce qu'elle est persuadée que sa mère est encore là, c'est impossible qu'elle l'ait abandonnée. Évidemment, Catel ne va pas la voir, et plutôt que de lui mentir, elle va rester honnête et elle va lui dire que non, elle ne voit pas sa maman. Ça va déclencher des hostilités
Aurora va devenir absolument insupportable avec Catel et c'était un peu ce que je craignais quand j'ai découvert la date de naissance de l'héroïne. Je me suis dit, c'est ce que je vous ai dit juste avant, hein, qu'elle était née la même année que moi, mais le roman étant sorti en 2020, elle aurait 30 ans dans l'histoire, à condition que l'autrice ait écrit son histoire dans les années 2020. Ce qui n'est pas le cas, puisque les filles ont 18 ans, et non pas 30, comme ça aurait pu être le cas. Du coup, on est à la toute fin du lycée, c'est leur dernière année de lycée. Aurora, toute la vie, enfin entre de ses 13, donc pendant quasiment toute la période du lycée, je dirais. Collège-lycée, mi-collège-lycée, parce que 13 ans, c'est, je sais pas, c'est quoi, c'est 5e, 4e, quelque chose comme ça. Elle a pourri la vie de Catel, elle l'a fait passer pour une menteuse auprès de tout le monde. Elle l'a fait même passer pour une voleuse auprès de sa propre mère qui s'abrutit de médicaments et d'antidépresseurs et de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est devenu une loque, la maman de Catel. Depuis le décès de son mari, comme elle ne réussit pas à comprendre sa fille, c'est encore pire. Donc elle passe tout à Aurora qui concrètement joue la petite fille parfaite, mais c'est une vraie peste. Elle harcèle Catel continuellement en réalité. Et c'est le genre de personnage que je ne supporte pas. Et je pense que l'histoire n'avait pas forcément besoin de ça. Enfin voilà. Bon bref, c'est pas important. Enfin si, c'est important. C'est important parce que c'est la dernière année de lycée, il leur reste 3 mois avant les grandes vacances et Catel n'a qu'une hâte, c'est que cette année se termine pour pouvoir enfin se barrer à l'université et quitter la maison de sa mère et quitter sa cousine. Elle a un ami qui s'appelle Amaury, c'est son meilleur ami, il est comme son frère, ils s'entendent vraiment bien tous les deux. Et Amaury, lui, n'est pas au courant. D'ailleurs, je trouve ça un peu étrange, pour moi, c'est pas logique. Hein. Le comportement d'Aurora étant celui qu'il est avec Catel, pour moi, elle aurait dû aussi tenter de détruire cette amitié pour que Catel soit vraiment seule et n'ait vraiment personne dans sa vie. Je ne comprends pas pourquoi Amaury est toujours accroché à Catel. Enfin, si, je comprends pourquoi. C'est parce qu'il n'est pas au courant. Je dis pas que s'il était au courant, il la rejetterait, parce que je pense il a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, donc je pense pas que ce soit le cas. Mais il a vraiment l'air de jamais avoir entendu parler de cette histoire de fantôme et de tout ce que Aurora dit sur Catel. Ce qui est bizarre parce que d'un autre côté, ils sont quand même au courant qu'elle est pas cool avec elle, qu'elle est même absolument monstrueuse. Mais je sais pas, il y a un truc pas très logique là pour moi dans le fait que Aurora laisse Amaury en paix et n'essaye pas de manière plus franche de détruire l'amitié entre Catel et Amaury. Bref. Donc ils sont vraiment très très amis et il y a un garçon qui s'appelle Yann qui est arrivé en cours d'année, là sur leur dernière année au lycée et c'est un beau gosse, il est apparemment super sympa et donc Catel craque un peu pour lui. Et Amaury va essayer de faire en sorte qu'il se rapproche parce qu'il s'est rendu compte que Yann craquait un peu aussi pour elle. Donc cool, tant mieux, très bien. Catel, c'est une fille très réservée, elle dit elle-même, elle est moyenne et elle fait exprès de rester moyenne, que ce soit en termes de notes qu'elle a à l'école ou en termes de relations avec les gens. Bah, elle n'en a pas du tout, hein, mais elle préfère rester moyenne pour passer inaperçue. Et du coup, au début, elle a un peu de mal à croire que Yann l'aime bien, et en fait, si. Elle va décider de prendre son courage à deux mains et s'asseoir à côté de lui à la cantine. Il va l'inviter à aller voir un film chez lui le samedi soir. Et Aurora, étant assise à la même table, va en profiter pour s'incruster et inviter tout le monde en mode « Ah, Yann nous invite chez lui », alors qu'en fait, non, pas du tout. Il voulait juste inviter Catel pour un rencard. Mais bon, bref, tout le monde s'incruste. Et Amaury est finalement absent ce soir-là parce qu'il est malade. Donc on aurait pu se dire « Amaury va faire tampon » et il lui avait même promis d'essayer de faire en sorte que Aurora lui lâche un peu la grappe pour qu'elle puisse se rapprocher de Yann. Bref, je vais raccourcir un peu parce que sinon on va jamais en finir avec ce vlog. Et puis il faudrait que je retourne à ma lecture surtout. Il va se passer quelque chose pendant la soirée. Aurora va faire quelque chose qui va très 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 mal tourner et qui va engendrer des conséquences assez dramatiques.
Et là, j'en suis... Alors, je suis déjà dans la deuxième partie. Je pense que je vais bientôt atteindre la troisième. S'il y a une troisième partie. Voilà, la troisième partie est là, page 147. Et moi, je suis là, page 100... Combien je vous ai dit 26. Donc, il me reste 20 pages avant d'atteindre la troisième partie. Ce qu'on pensait n'être qu'un don de Catel, de voir les fantômes, commence à évoluer. Il va se passer des choses, comme je vous l'ai dit, dramatiques là dans les 2-3 derniers chapitres. Et à mon avis, je pense que les 20 pages là qui me restent à lire avant la fin de la deuxième partie vont servir de déclencheur à toute la suite de l'histoire, en mode elle va être repérée par... je vous ai dit qu'on allait lui proposer un destin de Santa Muerte. Donc je suppose que quelqu'un va venir la chercher pour lui expliquer un petit peu quel est son rôle. Elle évolue physiquement aussi. Et il y a une petite chose qui me chagrine, c'est que pour l'instant, il n'a été question à aucun moment, en 126 pages, d'éventuelles origines mexicaines de l'héroïne. Je ne sais pas... je crois que je ne connais pas son nom de famille. Il me semble que... Ah si, le roi. Catel le roi. Le prénom de son papa, c'est Thibaut, mais je ne connais pas le nom de sa maman. Donc, est-ce que ce serait du côté de sa mère? Peut-être. Mais j'en suis... Je peux pas en être certaine. Et pour l'instant, on n'en a parlé à aucun moment, que ce soit pour évoquer un membre de la famille ou autre chose. Donc... voilà, ça m'embête un petit peu. C'est un petit peu un aspect, comment dire, appropriation culturelle, léger, ou pas, je ne sais pas, je trouve. Ça fait un peu appropriation culturelle. Laetitia Danae n'est pas du tout d'origine mexicaine, enfin, pas à ma connaissance. Après, Santa Muerte, c'est une légende, un mythe, donc pourquoi pas s'en inspirer. Mais j'aimerais bien que son personnage ait un minimum de lien avec la culture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va voir. On va voir jusqu'où va l'autrice. Et pour l'instant, je suis très très intriguée par les pouvoirs de l'héroïne, mais je suis très 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 agacée par Aurora. Et en fait, ce personnage pourrit complètement l'expérience de lecture pour moi, parce que on le sait dès le départ, vu la tournure des événements, on le sait qu'à chaque fois qu'elle apparaît, elle va venir tout foutre en l'air et elle existe uniquement pour pourrir la vie de sa cousine. Et c'est un type de personnage qui me rend mais complètement tarée. J'ai qu'une envie, c'est que Catel lui mette son pied au cul, si ce n'est pas pire. Donc... il me reste 20 pages avant la troisième partie. J'espère que, quand on va passer sur cette troisième partie, Aurora ne fera plus partie du... Troisième partie, ne fera plus partie. Ça fait beaucoup de parties. Du tableau. On verra. Pour l'instant, le style est fluide. Il n'y a rien d'absolument exceptionnel, mais... les chapitres sont relativement courts. Je suis déjà au chapitre 28. Hein. Donc, ce sont des chapitres relativement courts. Ce qui est plutôt cool, ils sont tous illustrés. Je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure. Et on a des citations de discours d'autres Santa Muerte en introduction de chaque chapitre. Voilà. Donc, on va voir. Pour l'instant, ça me plaît assez, mais l'ambiance lycée, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai hâte d'arriver à la troisième partie. C'est un petit peu long à se mettre en place pour moi. Je trouve qu'un tiers du bouquin pour la mise en place de l'histoire, c'est un petit peu long. Je vais vous laisser pour l'instant. Il est 17h40. Je pense que mon mari va pas tarder à rentrer. Je vais m'occuper du linge, parce que j'ai du linge à ranger. Et puis je reprendrai la lecture de Que la mort soit douce
Après, j'aimerais bien réussir à lire au moins les 2 tiers aujourd'hui. Plus si possible, mais au moins les 2 tiers. Comme ça, il me resterait juste 100 pages, 120 pages à lire entre mardi, mercredi et jeudi. Ce qui est carrément faisable. Donc, ah oui, non, mais mardi, je suis pas à la maison. Demain soir. Mince. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous reprendrai quand j'aurai un petit peu avancé. J'ai atteint les 2 tiers de Que la mort soit douce. J'apprécie ma lecture. Je sais pas trop quoi vous en dire. Je peux pas trop entrer dans les détails pour pas vous spoiler. Je vous avais dit que j'avais pas forcément un souci, mais que le fait que l'héroïne soit si jeune, 18 ans, ça me parlait pas forcément beaucoup. On va faire un bond dans le temps d'une 12aine d'années, ce qui fait qu'elle va avoir 30 ans. Enfin, oui et non, parce qu'il y a un événement qui s'est déroulé avant ce bond dans le temps qui fait qu'en réalité, elle va pas vraiment avoir 30 ans. Mais voilà, je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, même si ça paraît assez évident. Donc on est 12 ans plus tard, donc même si elle n'a pas vraiment 30 ans, elle a quand même 12 ans de plus d'expérience. Donc elle a quand même grandi et évolué, même si voilà, je sais pas encore à quel point, parce que pour l'instant j'ai pas eu suffisamment d'interaction entre elle et les autres pour savoir si psychologiquement, mentalement, elle a vraiment beaucoup évolué. Il y a un petit point de l'histoire qui me chagrine un petit peu. Il me reste à peu près 120 pages à lire. C'est que on a passé le premier tiers de l'histoire. Ouais, c'est ça, le premier tiers de l'histoire avec l'héroïne à ses 18 ans. Et donc on a rencontré les gens qui faisaient partie de sa vie. Et on a parlé particulièrement de son meilleur ami qui est, selon moi, un personnage extrêmement important. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore revu. Et j'aimerais bien le revoir. J'espère que l'autrice a prévu de faire se re-rencontrer l'héroïne et son meilleur ami. Du coup, ils ont chacun évolué de manière très différente, enfin, je suppose. Puisque lui, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu pendant ces 12 dernières années. Hein. Donc j'aimerais bien qu'il y ait le passé de l'héroïne qui refasse surface à un moment donné, sachant que le prologue laisse supposer que c'est ce qui va arriver, puisque le livre s'ouvre sur le fait que Catel a encore ses souvenirs, alors qu'une Santa Muerte est censée perdre ses souvenirs au fur et à mesure, enfin même assez rapidement, donc, et vraisemblablement, elle a encore les souvenirs de sa vie passée. Et le livre s'ouvre comme ça, en fait. Elle est interrogée sur sa vie d'avant et on lui demande de raconter sa vie d'avant. Donc ça, c'était les parties 1 et 2. Elle nous a raconté à nous et aux personnes interrogées sa vie d'avant. Et là, on est du coup dans le présent, donc 12 ans plus tard. Et on suit ses aventures de Santa Muerte. Donc il y a pas mal de choses, la manière dont ça fonctionne, les hiérarchies et tout ça. Mais je veux pas trop rentrer dans les détails parce que là, on est vraiment rentré dans l'histoire. Et j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous découvriez cette histoire par vous-même, si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses qui me gênent. J'ai pas eu de réponse concernant les origines mexicaines du mythe. En fait, la seule explication que l'autrice donne, c'est... donc Catel n'a pas d'origine mexicaine du tout. L'autrice donne l'explication de... les Santa Muerte existent. Et certaines d'entre elles ont été aperçues, et c'est ça qui a donné naissance au mythe de la Santa Muerte. Mais en fait, c'est une créature qui existe réellement, et le folklore est né au Mexique, mais il aurait pu être né n'importe où ailleurs. Donc, je ne suis pas convaincue. Et en plus de ça, elle ajoute l'Ankou, qui est un mythe breton, une légende bretonne. Donc, elle mixe plusieurs mythologies. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je sais pas. J'apprécie l'histoire, mais je comprends pas trop pourquoi l'autrice a choisi de raconter son histoire de cette manière. Elle aurait très bien pu créer un personnage de faucheur, faucheuse sans origine spécifique, sans s'attacher à un mythe particulier. Bref. Donc, il y a des petits trucs qui m'embêtent, mais je passe quand même un bon moment. Le style de l'autrice est assez fluide, ça se lit relativement vite. Les chapitres sont très très courts, il me semble que je vous l'avais déjà dit. Voilà, donc il est 16h15. Vous êtes censé voir cette vidéo dans
3 heures, moins de 3 heures. Je pense pas que ça arrivera parce qu'il faut que je monte toute la partie toutes les parties précédentes que j'ai filmées. Il faut que je termine mes 120 pages et que je monte encore la dernière partie de la vidéo. Donc, comme d'hab, je vais avoir du retard. Enfin, comme d'hab, non pas comme d'hab. Parfois, j'arrive à tout sortir à l'heure, mais à mon avis, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Bref, je vais vous laisser du coup parce que j'ai beaucoup de boulot encore. Je sais pas encore si je fais une petite pause. Non, je pense que je vais reprendre ma lecture tout de suite parce que comme je suis dedans, je vais le finir et je vous reprendrai quand je l'aurai terminé. Et ensuite, je montrerai ce vlog. A tout à l'heure. Je viens de terminer Que la mort soit douce. J'ai passé un bon moment, mais je sais pas trop quelle note il va avoir sur Copile, donc on va faire ça ensemble. On s'arrête dans ce tome 1 avant la révélation de qui est responsable des catastrophes qui se déroulent dans l'univers. Je pense connaître la réponse, ça me paraît assez logique et évident en fait. Donc j'ai envie de lire la suite et fin, parce que c'est une biologie, pour savoir si j'ai raison ou pas, même si, comme je l'ai dit, ça me paraît assez évident. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais que il me manquait l'incursion de son passé dans le présent pour que toute la première et la deuxième partie aient un sens. Ça ne me manque plus, sans trop vous en dévoiler non plus. Mais là encore, grosse incohérence pour moi, il y a quelque chose dans ce passé qui ressurgit qui n'est absolument pas logique. Donc, on va le noter ensemble. Alors, pour les personnages, donc je vous rappelle, Copile, c'est un système de notation qui a été créé par G de la chaîne Book Roast, que je mettrai aussi en barre d'infos. Et il y a plusieurs critères qu'on note sur 10, il y en a 7, et ensuite on divise la note intégrale par 7 critères, ce qui donne une moyenne sur 10, et cette moyenne correspond à un nombre d'étoiles sur Goodreads. Donc, pour les personnages, sur 10. Alors, toute la première et la deuxième partie, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec tous les personnages parce qu'ils sont relativement jeunes. Ensuite, ça va un peu mieux, mais je trouve qu'il y a encore certaines considérations qui sont assez adolescentes, enfin certaines réactions des personnages qui sont encore adolescentes, alors que concrètement, certaines Santa Muertes ont plusieurs siècles de vie derrière elles, enfin de vie. Je me comprends. Donc pour les personnages, je dirais 7. Pour l'atmosphère, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel, si ce n'est l'entremonde dans lequel se situe la demeure des Santa Muertes est plutôt sympa, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus approfondi, donc on va partir sur un 7 aussi. Je trouve 7, c'est un peu la note que je mets quand c'est moyen, mais moyen pas mal. Entre 6 et 7, mais c'est pas mal, mais ça manque encore de travail. Le style de l'autrice est tout à fait convenable. J'ai pas beaucoup de remarques à faire. J'ai remarqué quelques répétitions et quelques éléments de langage, de langage en fait, un peu écrit comme on parle, qui m'ont parfois dérangé, mais au-delà de ça, pas grand-chose à dire, donc 8. L'histoire. L'histoire est chouette, mais je trouve qu'il y a un déséquilibre du coup entre toute cette première et deuxième partie qui concerne le passé de l'héroïne. Pour l'instant, il y a une partie de ce passé qui pour moi n'a pas d'utilité pour la suite de l'histoire. Autant on a certains aspects de sa vie antérieure qui ressurgissent, donc là oui, pourquoi pas. Autant il y a toute une partie qui pour moi n'a pas d'utilité. Donc je vais dire 7 aussi. Ça va être assez moyen, j'ai l'impression. Au niveau de l'intrigue, je vais aussi partir sur un 7 parce que même si je suis intéressée de connaître la suite, je pense avoir déjà toutes les réponses à mes questions. Donc, et puis surtout, il y a ce personnage un peu antagoniste qui, à mon avis, a le potentiel pour être un love interest. Donc un genre de enemies to lovers peut-être, qui devrait se concrétiser dans le tome 2, éventuellement, on verra. Voilà, là où l'autrice nous laisse à la toute fin de ce tome 1 me laisse un peu dubitative. Donc 7. La logique, là il y a vraiment des gros points qui m'embêtent depuis le départ.
que ce soit dans le tout début ou bien vers la fin. Enfin, il y a plein de choses pour moi qui n'ont pas de sens dans cette histoire. Donc là, je vais partir sur un 4. 4 parce que, au-delà de certains éléments de l'histoire qui, pour moi, ne sont pas logiques, de certains développements de l'histoire qui ne sont pas logiques, il reste encore que cette mythologie, pour moi, n'a pas de sens. Enfin, il n'y a pas d'explication suffisamment pertinente, à mon sens, pour l'utilisation de cette légende spécifiquement. C'est très beau visuellement et j'aime beaucoup l'ambiance, mais on passe, je crois qu'il y a les 2 derniers chapitres qui se passent au Mexique, justement pendant la Dia de los Muertos, mais c'est tout. Et le reste, voilà. Donc il y a... Ouais, bof, quoi. Et plaisir global à la lecture, on va mettre... 7 aussi. Parce que toute cette première partie m'a pas intéressée, parce que je reste dubitative quant au développement, surtout si j'avais raison, et que en fait tout est quasiment mâché en fait dans le tome 1. À la limite, je pense qu'un one-shot, ça aurait peut-être pas été plus mal, parce que vu qu'on n'a pas les réponses du tout, enfin, moi je pense les avoir, mais la révélation n'apparaît pas dans le tome 1, alors que l'héroïne à la toute fin vient de prendre conscience de qui est responsable. Elle nous le dit qu'elle le sait, mais elle ne nous dit pas qui. Enfin, elle nous le dit, elle le pense, et comme on est dans sa tête. Bref, vous avez compris. Ben, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2, en fait? Parce que concrètement, la révélation devrait arriver normalement au début, et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, je ne suis pas hyper convaincue. Donc, ça fait une moyenne de 6,71 sur 10, et 3 étoiles et demie sur Goodreads. Donc, je vais revenir chez vous. J'avais mis en petit écran pour pouvoir travailler sur Copile en même temps. Donc c'est normalement pas forcément une série que je continuerai, parce que tous les livres qui ont moins de 4 étoiles, en général, je ne continue pas la série. Ou bien je ne les conserve pas. Mais là, j'ai envie de savoir. Je suis pas sûre que je vais le garder, par contre. Je suis pas sûre que j'achèterai la suite. Je vais peut-être essayer de me la procurer en version numérique ou de l'emprunter, éventuellement dans une bibliothèque. Je vais voir si je peux trouver ça dans une des bibliothèques sur Strass, par exemple. Il y en a tellement, peut-être qu'avec un peu de chance, une de ces bibliothèques-là aura le tome 2. Ou bien, comme dit, j'essaierai de trouver une version numérique si ça existe. Voilà un petit peu mon avis pour celui-ci. Donc, vlog un peu mitigé, avec un abandon pour ma première lecture et un 3 étoiles, donc une lecture plutôt moyenne pour mon deuxième titre. J'espère que l'épisode 2 des vlogs Buzzword sera meilleur, ce dont je ne doute pas, parce que je sais déjà en quoi il va consister. Vous le verrez le 21 mars. J'ai prévu de vous poster l'épisode 2 des vlogs Buzzword le 21 mars, avec donc la thématique du mois de mars, que vous pouvez découvrir si ça vous intéresse en allant sur la chaîne de Kayla, que je vous rappelle, je vous ai mise dans la barre d'infos. Et tout à l'heure, je vous disais que vous étiez censé voir cette vidéo ce soir. En fin de compte, je me suis rendu compte que je me stressais pour rien, parce qu'en fait, la vidéo de la semaine prochaine était déjà prête. Donc, j'ai échangé. Donc, cette vidéo que vous voyez aujourd'hui, vous étiez censé la voir la semaine dernière, mais du coup, j'ai inversé la semaine dernière. Donc, vous avez vu mon update de série à la place. Mais peu importe. Parce que j'avais oublié qu'il restait encore 2 jeudis et pas seulement 1. Enfin bref, donc ça me laisse une semaine supplémentaire pour monter cette vidéo, ce qui ne devrait pas me prendre non plus une semaine. Je vais vous laisser du coup sur ces belles paroles, et puis je vous retrouve dans à peu près un mois pour l'épisode 2, et puis la semaine prochaine pour ma palle des cartes du mois de mars. Ciao!